Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau journal d'une lectrice. Pour tout vous avouer, on est le 22 décembre. Je n'ai tourné aucune vidéo au mois de novembre ni au mois de décembre, donc je vais essayer d'être concise dans mes avis lecture pour vous parler de mes lectures de novembre et de décembre, vous montrer mes dernières réceptions. J'ai fait un petit achat aussi et j'ai reçu de la part de Lauriane un calendrier de l'Avent dans lequel j'ai déjà ouvert 2 livres et il y en a un troisième que je vais ouvrir le 24 décembre. Mais du coup, vous ne le verrez pas dans cette vidéo puisqu'on est le 22. Voilà, je suis désolée, j'aurais aimé proposer un peu plus de contenu là sur novembre et décembre. Mais clairement, les virus m'ont fait la peau. J'ai enchaîné des choses comme la grippe, une sorte de gastro, les virus saisonniers, les virus des enfants. Bref, c'est pas grave, le plus important c'est de garder le sourire et puis de faire en fonction de l'énergie que nous avons au moment dans lequel nous sommes. Donc vous verrez qu'il y a très très peu de lectures finalement sur ces 2 derniers mois, mais des lectures qui m'ont fait plaisir et c'est bien là le principal. Bref, je commence tout de suite avec mes réceptions, parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps et clairement le temps là que je vais tourner, ça dépendra du temps que mon fils m'accordera pendant sa sieste. Allez, on est parti. J'ai reçu de la part des éditions, j'ai lu The Fisherman de John Langan. Ils m'ont contacté en me disant, on a vu que vous avez apprécié, enfin que vous aviez adoré Blackwater et clairement c'est dans la même veine. Est-ce que ça vous dit de recevoir ce roman? Donc j'ai dit pourquoi pas. C'était dans un petit coffret, dans une petite box. Donc on a également eu un petit mug en émail noir avec un petit carnet avec cette couverture. Alors j'ai beaucoup vu passer ce roman sur les réseaux en disant mais le livre, l'objet livre est magnifique. Clairement, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je n'apprécie pas du tout le visuel de ce roman. Alors oui, il y a eu un très beau travail éditorial, hein, clairement, mais non, clairement non, ça le fait pas. Ça le fait pas avec moi, mais là n'est pas le plus important. Je voulais le résumer au cas où ça pourrait vous intéresser. Il est quand même à 12 euros pour un format poche, parce qu'il y a tout un travail éditorial derrière. Au nord de l'État de New York, dans les bois de Woodstock, Dutchman's Creek coule paisiblement. Une rivière poissonneuse, mais quasi inaccessible, et bien plus profonde qu'il n'y paraît. Ce matin-là, Abe et Dan, 2 veufs liés par la solitude et l'amour de la pêche, décident de tenter l'aventure. Surpris par une pluie torrentielle, ils se réfugient au Herman's Dinner, dont le patron leur raconte l'incroyable histoire de Dutchman's Creek. Folklore, pense-t-il. Pourtant, ils appartiendront bientôt corps et âme à cette légende aussi ancienne que ténébreuse. Alors moi, ce qui m'a plu dans le résumé, c'est plutôt l'histoire de 2 veufs qui vont se retrouver. Clairement, c'est pas la notion de la pêche qui va me donner envie de lire ce roman, mais voilà, après, je pense qu'il va y avoir de nouveau un petit côté fantastique. Donc à voir, je pense le lire au mois de janvier, puisque J'ai lu m'a déjà relancé, je l'ai reçu le 27 novembre. Et pour être transparente, je crois le 10 décembre, j'avais déjà un petit message de J'ai lu pour dire alors, vous avez commencé le roman, qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc je leur ai envoyé une petite réponse gentiment en disant que non, je ne l'avais pas commencé puisque j'étais dans les romances de Noël. Mais voilà, j'ai bien compris que de leur côté, ils avaient envie d'avoir un avis assez rapide de ma part, enfin de la part des personnes qui ont reçu ce roman, je pense. C'est un roman qui fait 400, à peu près 440 pages. Voilà, on verra. Je me suis laissée tenter. Si vous l'avez vu passer, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai reçu en envoi sauvage, entre guillemets, donc c'est un envoi c'est l'envoi d'un livre que je n'ai pas demandé, Happé par la mer d'Isabelle Schmitt. Alors pardon, la couverture, euh, j'ai du mal, j'ai du mal à me dire que c'est estival. C'est pas estival la couverture. Moi, je trouve que c'est plutôt effectivement un début d'hiver, mais au bord de mer, avec une certaine lumière. Et je sais pas si c'est parce que je suis maman, mais la couverture, moi, elle me convient bien. Alors, pas forcément pour un roman, mais par exemple pour une photo de famille. Ou, c'est le type de photo que je peux faire avec mes enfants. Et je pense que ce type de couverture-là, il y a 2 ou 3 ans, j'aurais trouvé ça très 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 moche. Alors qu'aujourd'hui, ouais, il y a quelque chose qui s'en dégage, je trouve. Bref, j'ai arrêté de commenter toutes les couvertures parce que sinon on n'est pas sorti. Je vous lis le résumé. Après avoir renoncé à la maternité, Gisèle fuit son nord natal et se retrouve à Plougasnou, pardon, un village breton aussi étroit que rassurant. Elle y coule des jours simples et prévisibles, une trentaine bien acceptée, un corps ni beau ni laid,
Un boulot de factrice sans secousse, aux côtés d'un homme lisse et parfaitement rasé. Mais son licenciement soudain est un électrochoc, et le vide qui envahit son quotidien lui révèle les fragments de son passé. Et enfin venu le temps de ranimer cette existence et ses désirs. De l'autre côté du bourg, un homme dialogue avec le répondeur du mystérieux Clotilde. Il espère encore le retour de l'amour de sa vie, parti 5 ans plus tôt, sans l'ombre d'une explication. Dans ce roman rythmé par les marées bretonnes et les histoires de village, l'enfance se dessine sur le sable. L'espoir s'accroche au rivage. Seul l'amour et le temps ne peuvent pas s'amarrer. Voilà, bon, je pense qu'on est sur 2 histoires de vie qui vont s'entremêler au fur et à mesure. Le fait qu'on parle du Nord et de la Bretagne, ça me parle bien. Il fait un peu plus de 400 pages, c'est assez aéré à l'intérieur. Je ne sais pas si je le lirai au mois de janvier, mais bon, en tout cas, je vais essayer de le lire sur les débuts d'année. J'aime pas laisser traîner des services de presse. Ensuite, un service de presse que j'attendais, mais avec une impatience à la limite du pathologique. Voilà. Les héritières de Deverhill, donc c'est le tome 2 des Filles d'Irlande, c'est la saga de Santa Montefiore. J'avais tellement, tellement, tellement aimé le premier tome, je voulais enchaîner avec le tome 2, mais il n'était pas encore sorti. Il fait plus de 500 pages, donc celui-ci il va me tenir une bonne semaine, je pense, voire même plus, avec mon rythme de lecture actuel. Je ne vais pas vous lire le résumé parce que j'ai pas moi-même envie de le lire. Si vous avez envie, hop, je vous fais ça pour que vous puissiez faire pause et puis lire le résumé. Sinon, de toute façon, vous le trouverez sur Internet. Bien évidemment, ne lisez pas le résumé si vous n'avez pas lu le tome 1. Ça risque de vous spoiler. C'est une trilogie à lire dans l'ordre. Le tome 3 va sortir en juin 2025. Ce que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome, c'était la force des personnages, le dynamisme, l'enchaînement d'actions, le contexte historique était vraiment bien implanté. Tout était rythmé par les secrets de famille, des amitiés déchues, euh, des trahisons, des mensonges. Pépite, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et pourtant, le début m'avait paru un peu long et je retrouvais quelque chose de l'ordre de la plume d'Anne Jacobs qui n'est pas faite pour moi. Et donc le début, voilà, était un peu laborieux pour moi, alors qu'en fait, ça s'est fini vraiment en gros, gros, gros coup de cœur où clairement, je voulais lire le tome 2. Donc voilà, écoutez, celui-ci, j'aimerais bien le lire au mois de janvier. On verra si mon rythme de lecture me le permet. Ensuite, j'ai reçu Hasta la Vista Baby. C'est un road trip d'une malade pas imaginaire de Juliette Mercier alias Stomy Buzy. Donc c'est un roman graphique sur la maladie de Crohn. Voilà, c'est un sujet qui touche un membre de ma famille et j'avais envie de m'y intéresser d'une manière un peu différente qu'une approche classique où on va sur Internet et comment dire, on s'informe de ce qu'est la pathologie, tout ça, je l'ai déjà fait. J'avais envie d'être sur une approche un peu plus décalée, peut-être un peu plus personnelle. Donc on verra, et puis en fonction de ce que je ressens à la lecture, je le prêterai peut-être à un autre membre de ma famille. On verra. Mais voilà, ça c'est les éditions Le Duc que je remercie pour l'envoi. Il est au prix de 20,90 €. Ensuite, un autre roman graphique que pour le coup j'ai déjà lu, c'est Le mystère Henri Pic de Pascal Bresson et Ilaria Tebaldini aux éditions La Boîte à Bulles. C'est bien évidemment grandement inspiré de l'œuvre éponyme de David Fuenquinos. Je n'avais pas du tout je n'avais pas du tout lu le roman de David Fuenquinos ni vu l'adaptation télévisuelle. Donc clairement pour moi c'était une découverte. Ouais, j'ai des gros manques dans ma culture, mais comme tout le monde je pense. Donc du coup vraiment j'ai ouvert ce roman graphique avec aucune idée de ce qui allait m'attendre. Mais comme je sais que c'est un classique de la littérature, ça m'a vraiment donné envie et j'ai pas été déçue. Alors, je sais pas quel est le volume du roman de David Fuenquinos. Est-ce que c'est un roman court ou plutôt long? Je pense que c'est plutôt un auteur qui fait des romans courts. Là, je suis en train de lire numéro 2 du même auteur et c'est vrai que c'est assez court, mais est-ce que tous ces romans sont courts? Je n'en sais rien. En tout cas,
Bon, j'ai trouvé que dans le roman graphique, il y avait beaucoup de raccourcis, mais je pense que c'est aussi le propre d'un roman graphique, c'est qu'on ne peut pas être dans des longueurs tout le temps. On est sur, voilà, sur des bulles où il faut donner l'idée principale. Et après, je pense que c'est à nous aussi de faire du lien et d'imaginer bah, ce qui peut relier une page à l'autre ou une bulle à l'autre. Et voilà, parfois, il y a des choses qui arrivaient un petit peu à brûle-pourpoint où je me suis dit, tiens, c'est un peu violent. Du coup, parfois, j'ai trouvé les personnages un peu caricaturaux, mais pour autant, j'ai bien aimé ce qui se dégageait de ce roman, avec vraiment l'idée que, donc pour raconter l'histoire, parce que peut-être que je ne suis pas la seule à ne pas la connaître, on va suivre Delphine Despero, qui est une jeune éditrice prometteuse et qui retourne dans son village natal où il y a une bibliothèque à Crozon. Où il y a une bibliothèque en fait un peu spéciale puisqu'on peut y déposer tous les manuscrits de romans qui ont été refusés. Donc elle va dans cette bibliothèque et eh bien, elle va y découvrir une petite pépite qu'elle va éditer. Sauf que l'auteur de ce roman est soi-disant mort et donc il va y avoir tout un mystère puisqu'à la base c'est le pizzaiolo du village où clairement on ne lui avait pas vraiment prêté une culture très développée alors que le roman est... Voilà, c'est devenu un best-seller et au fur et à mesure se pose la question de qui est réellement l'auteur de ce roman. Est-ce que c'est vraiment le pizzaiolo du village ou est-ce que c'est quelqu'un qui a emprunté son identité? Et donc va se poser, donc déjà on est dans un monde d'édition littéraire, donc du coup c'est quand même quelque chose qui nous en tant que lecteurs nous plaît, je pense. Et va se poser la question de ce qui fait en fait le succès d'un manuscrit. Est-ce que c'est vraiment la qualité du contenu? Est-ce que c'est la forme? Est-ce que c'est le fond? Est-ce que c'est le personnage qu'incarne l'auteur? Est-ce que c'est l'histoire de cet auteur, tout le mystère qu'il va pouvoir créer autour de son histoire et de son personnage qui peut se construire? Voilà, il y a tout ça. Et puis, on aborde aussi la difficulté de la page blanche. On va aborder la désillusion, la tristesse quand on n'est pas publié, enfin édité. Voilà, il y a pas mal de sujets autour de l'écriture, de l'édition, de la médiatisation aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Alors, en ce qui concerne le trait, je suis pas vraiment fan de certaines planches. Vous voyez, par exemple, là, le fait qu'il y ait des oreilles pointues, tout ça, c'est quelque chose, je sais pas, ça fait un peu elfe. Mais par contre, j'ai adoré, il y a des pages entières de paysages bretons. Et là, clairement, j'étais vraiment sensible au trait de crayon. J'essaye de vous le retrouver, mais bien évidemment, je ne vais pas vous le retrouver parce que sinon, ce serait beaucoup trop simple. Mais voilà, en tout cas, j'ai été sensible au trait en ce qui concerne les paysages. Moins au niveau des personnages, par contre, j'ai bien aimé la palette de couleurs utilisée. Est-ce que là... Non, là, c'est la tour Eiffel. C'est les paysages bretons, en fait, qui m'ont... Breton ou normand? J'ai un doute. Non, je pense que c'est breton. Est-ce que je vais le trouver? Ben non, parce que je vous dis, ça serait trop simple à trouver. Bref, vous aurez compris le... Peu importe. Là, on a une petite... Voilà. Mais il y avait vraiment une page où on voyait la mer et je l'avais trouvée presque poétique, cette... Bon. Voilà. Je suis un peu plus sensible. De toute façon, vous avez aussi une belle image là. Mais bon, j'ai bien aimé dans le sens où ça m'a permis de découvrir l'œuvre de David Fuenquinos. Après, de moi-même, sincèrement, j'achèterai pas de roman graphique. Je suis pas assez sensible à tout ça et ce travail d'imaginaire qu'on doit faire et qu'on n'a pas forcément à faire quand on lit un roman, ben, j'y suis pas habituée et du coup, c'est vrai que je le fais pas forcément. Donc le roman graphique, je le lis assez vite, mais je pense trop vite par rapport à à la rapidité à laquelle je devrais le lire pour pouvoir bien m'imaginer l'intrigue. Il est au prix de 28 euros. Je sais pas pourquoi dans cette vidéo, j'arrête pas de vous dire les prix des romans. I don't know, je ne le fais jamais et là je le fais. Écoutez, hein, voilà. J'ai fait un achat en librairie, je sais pas de quand date mon dernier, mais ça faisait très longtemps, puisque vous le savez, je suis en guerre avec ma pile à lire, et là vous dites, ouais, t'es bien gentil, t'es en guerre avec ta pile à lire, mais tu viens de nous présenter 1, 2, 3, 4, 5 nouveaux romans. Bon, j'en ai encore 2 à vous présenter, donc ça fera 7 et 1, 8. Bon, j'en ai lu 2, donc ça fait plus 6 dans ma pile à lire. J'étais à 31
romans dans ma pile à lire fin novembre, en sachant que mon objectif de début d'année, enfin de fin d'année dernière, c'était d'être à la fin de cette année à 30 livres. Donc j'y étais, j'y étais. Et puis bah, il y a eu le mois de décembre et voilà. Et Noël n'est pas encore passé. Donc bah, vous le saurez dans ma prochaine vidéo à combien je suis en fin 2025, mais ça sera pas 30. Bref, dans le cadre du Read Together, on vous avait proposé deux lectures communes. On vous avait proposé Murder Party au Manoir, qui est le tome 2 de Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki. Puisque c'est un tome 2, enfin on vous l'avait proposé puisqu'on avait lu le tome 1 ensemble l'année dernière. Donc on vous a proposé le tome 2 comme c'était prévu cette année. Et pour les personnes qui n'avaient pas lu le tome 1 avec nous, on voulait quand même proposer une lecture commune. Donc on a proposé Un Noël presque parfait de Cherry Chic aux éditions donc Comet. Alors je pense que c'est du Comet Young Adult, mais bon, c'est une romance de Noël. Là, pour le coup, je suis beaucoup plus sensible au jaspage, à la beauté de la couverture, etc. J'allais vous redonner le prix, je vais arrêter de faire ça. Donc, j'ai acheté ce roman-là en sachant que je n'achète plus. Sincèrement, je ne me souviens même plus du dernier roman que j'ai acheté en librairie. Si je dis un mensonge, en fait. C'est parce que je l'ai déjà plu, parce que je l'ai vendu, mais au mois de novembre, j'ai lu La Famille Swift, qui est un tome 1. J'essaierai de vous mettre la petite vignette là. Je l'ai acheté sur Vinted parce que je vais souvent sur Vinted, c'est assez rare que je m'achète des livres neufs. Je l'ai déjà lu et je vous en parlerai après si j'y pense. Bref, là je vous disais, donc j'ai acheté Un Noël presque parfait. C'est un roman qui me faisait vachement envie, mais clairement c'est de la pure influence de réseaux sociaux. Si je l'avais vu seul en librairie, que j'en avais jamais entendu parler, j'y serais pas allée à la lecture du résumé. Mais je l'ai tellement vu passer et cette année j'avais tellement besoin de lecture doudou. Et puis en plus, Lauriane du coup l'avait dans sa pile à lire, donc go, on l'a proposé pour le Read Together. Et bien évidemment que si on le propose, eh bien l'objectif c'est que je puisse le lire aussi. Donc voilà, je l'ai acheté, je vous lis le résumé et après je vous dis ce que j'en ai pensé. Pour Olivia et Noah, Noël n'a rien de magique. C'est même la pire période de l'année. Alors qu'ils ne se supportent pas, les voilà obligés de participer à un calendrier de l'Avent d'activités organisé à l'hôtel Mary, où ils travaillent tous les deux. Pour ne rien arranger, les grands-parents de Noah et propriétaires de l'hôtel ont décidé de partager cet événement en live sur TikTok, attirant l'attention de milliers de followers. Autrefois inséparables, Olivia et Noah ont vu leur amitié se dégrader il y a bien longtemps. Les non-dits et les secrets ont creusé un fossé entre eux, laissant place à une rivalité amère et à des souvenirs douloureux. Derrière les sourires forcés et les piques acerbes, leur complicité pourrait-elle renaître grâce à la magie de Noël? Deux ennemis, 25 activités de l'avant, un live TikTok qui retransmet tout. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Voilà, alors, cette romance, c'est une lecture mitigée, voire un petit flop, alors que clairement, je n'en avais lu que des avis dithyrambiques sur les réseaux, et c'est là où ça me questionne, parce que je n'ai lu que des avis dithyrambiques sur les réseaux, et pourtant, sur le Read Together, donc sur le Discord de la lecture commune, il y a très peu de personnes qui ont aimé réellement ce roman. Ça a été un peu les montagnes russes. Pour certaines, c'est un vrai flop. Pour quelques-unes, bah, c'est une bonne lecture parce que c'est des personnes qui avaient vraiment besoin d'une romance de Noël. Sur la conversation, on appelait ça un roman cuculapraline, mais c'est pas du tout péjoratif. Eh bien, pour moi, c'est une lecture très mitigée. Je m'explique. J'ai beaucoup apprécié le départ, où effectivement, on rencontre Olivia et Noah sur un roman choral. Noah est le petit-fils des propriétaires de l'hôtel Mary, et Olivia est une employée en fait de cet hôtel-là, en sachant que son père est également employé dans cet hôtel avec sa belle-mère. Et donc, sur ce roman choral au départ, on apprend que Olivia et Noah étaient amis en étant enfants, et puis il y a une bonne dizaine d'années, ils sont devenus un petit peu ennemis jurés. On ne sait pas réellement pourquoi, on l'apprendra plus tard. J'ai apprécié l'initiative en fait des grands-parents, donc les propriétaires, les grands-parents de Noah, qui sont les propriétaires de l'hôtel, qui proposent en fait pour ramener de la bonne ambiance, de la bonne humeur au sein des employés, parce qu'il y a un petit peu des guéguerres pour X ou Y raison. Ils proposent en fait un calendrier de l'Avent, donc sur 25 jours, faire 25 activités. Alors, c'est pas des toutes petites activités, hein. Parfois ça peut vraiment déborder sur les heures de travail, etc. Mais c'est vraiment pour ramener une cohésion d'équipe. Ça, j'ai beaucoup apprécié cette idée-là.
Par contre, il y a un personnage qui s'appelle Avouy, qui, est fan des réseaux sociaux et qui va toujours avoir son téléphone pour filmer tous les employés, tout ce qu'ils font, tous les liens qui se font, qui se défont, tous les crépages de chignons, tous les moments très intimes. Et en fait, ça m'a beaucoup questionnée parce qu'à quel moment on accepte qu'une personne nous filme sans nous demander notre consentement et filme vraiment toute notre vie en live, enfin, et ça a une grosse part quand même dans le roman. On y revient très, très, très souvent et moi, j'ai pas compris cet aspect-là, clairement. Alors, je suis assez discrète, même si je suis présente sur les réseaux sociaux. Je suis très, très discrète sur ma vie perso, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui adorent étaler leur vie et je dirais même que les personnes qui sont abonnées à ces comptes-là apprécient ça parce qu'ils se sentent, proches de la personne. Ça crée une certaine proximité et du coup, on a l'impression de connaître la personne, mais clairement non, en fait. Non, la vie privée doit rester dans la sphère privée, en tout cas selon moi. Enfin après chacun fait clairement ce qu'il veut, hein. Quand je le dis, il y a pas de jugement. Mais, je pense sincèrement que quand on dévoile notre vie sur les réseaux sociaux et bien, déjà j'ai pas l'impression qu'on soit complètement honnête quand on le fait. C'est-à-dire qu'on montre toujours le beau côté et du coup ça crée une illusion, de ce qu'on vit. Et puis, et bien après derrière il faut accepter, le fait d'être la cible de jugement, même si clairement, personne n'a jugé personne, mais voilà. Donc ça peut créer quand même pas mal de dérives et c'est vrai que ce côté-là, dans le roman, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup gênée. Ensuite, Olivia et Noah, ils avaient tout pour me plaire, tous les deux, parce qu'ils ont chacun leur casserole, mais clairement, c'est pas du tout exploité, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir deux personnages complètement vides, deux coquilles vides qui se crêpent le chignon et qui vont au fur et à mesure potentiellement développer un nouveau lien, mais voilà, quand on comprend pourquoi ils ont arrêté de se parler, bah, c'est dévoilé un peu comme un cheveu sur la soupe et on a envie de se dire ah ok. Tout ce qui est censé être vraiment des plot twists, qui est censé relancer un peu la dynamique, c'est assez plat selon moi. Ce que je peux vous dire, c'est que la fin, il y a de l'idée, clairement, dans la fin. Ça aurait pu être mieux travaillé, mais bon, c'est vrai que dans le cadre d'une romance de Noël, les sujets, même quand ils sont un peu sérieux, profonds, peut-être qu'il faut rester en surface, mais il y avait de l'idée. Tout le monde n'est pas d'accord. Je crois que c'est l'une des premières fois que je suis pas d'accord avec Lauriane sur un roman, sur la vie d'un roman, enfin juste sur la fin, où elle a pas vraiment apprécié la tournure. Moi, j'ai trouvé que ça donnait un peu plus de matière, mais c'était pas exploité forcément de la bonne manière. Bref, vous l'aurez compris, c'est un avis mitigé. Si vous avez lu ce roman, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que clairement, je n'ai lu que des avis dithyrambiques. Je le répète, mais c'est pas la première fois où sur les réseaux, alors c'est beaucoup de services de presse, hein, je vais être honnête, même si j'ai pas du tout envie de remettre en question l'honnêteté des chroniques, mais parfois je me pose sincèrement la question. Je vois des avis dithyrambiques partout, sur tous les gros comptes, enfin sur tous les comptes, pas les gros comptes, sur tous les comptes. Et on déclenche une lecture commune derrière, et bizarrement, toutes les personnes qui font la lecture commune ont des avis mitigés. Très très peu ont un avis dithyrambique. Donc je sais pas. Est-ce que c'est parce que je me suis abonnée à des comptes qui n'ont pas les mêmes goûts littéraires que moi? C'est possible parce que j'essaie de m'ouvrir à tous les genres et donc du coup, c'est vrai que dans les personnes auxquelles je suis abonnée, il y a vraiment tous les genres. Mais voilà, ça me questionne. Bref, clairement, tout ce que je dis là, il n'y a pas de jugement, c'est juste des interrogations, donc ne me tombez pas dessus en commentaire. Je suis pour la paix et la communication. Donc quand j'amène de l'interrogation, c'est vraiment pour échanger. C'est pas, voilà, je suis la première à dire qu'on a jugé personne. C'est juste que je me pose parfois la question de l'honnêteté à 100%. Est-ce que tout le monde est honnête ou pas? J'en sais strictement rien. En tout cas, je me pose la question. Bref. Non, je vais pas vous dire ça. Je vais vous parler de ces deux romans-là, donc que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent de Lauriane. Je suis trop trop contente. En fait, on aime se faire pour nos anniversaires et Noël des petits colis. Et elle, comme moi, nous étions clairement en retard pour nos colis d'anniversaire. Et donc, sans se le dire, on s'est envoyé un seul colis où il y avait tous les cadeaux de Noël et d'anniversaire. Donc moi, c'était bien, comment dire, séparé. J'avais mis sur les paquets si c'était pour Noël ou pour son anniversaire. Et elle, en fait, elle a transformé ça en calendrier de l'Avent. Et j'ai trouvé ça super chouette. C'était une idée vraiment géniale. Tous les jours, je prends plaisir à ouvrir le petit chiffre ou le petit nombre. Et ouais, ça amène un petit peu
un petit peu de gaieté dans le quotidien, c'est chouette. Donc du coup, elle m'a choisi ces deux romans de Noël. Sur l'un, c'était marqué, je crois que c'était sur celui-ci, c'était marqué «Je l'ai bien aimé l'année dernière», et sur celui-ci, c'était «Parce que je sais que tu as besoin de lecture doudou». Donc clairement, elle a considérablement allongé ma liste de romans de Noël de l'année, donc je ne la finirai pas, mais c'est pas grave, je les garderai peut-être pour l'année prochaine, ou même, je suis vraiment une lectrice saisonnière, mais je me dis que peut-être, si au mois de janvier ou au mois de février, on a des jours enneigés, pourquoi pas les ressortir. Donc, Comment Santa a brisé ma poisse d'Alfreda Henwy. Elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas lu, si je ne dis pas de bêtises, mais qu'elle avait lu d'autres romans de l'autrice qu'elle avait vraiment bien aimés. Je vois que c'est une deuxième goutte là. J'ai l'impression, enfin une deuxième goutte, n'importe quoi, une deuxième flamme. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu des scènes spicy. Je suis tellement décalquée que, bref. Je suis en train de dériver là. Ne brisez pas de miroir ou vous aurez 7 ans de malheur. Noël, l'hiver, très peu pour April. Depuis qu'elle a cassé ce fichu miroir 6 ans plus tôt, elle a la poisse comme personne en enchaînant les catastrophes. Chaque année, le mois de décembre est synonyme pour elle de galère. Alors quand sa meilleure amie lui annonce qu'elle souhaite se marier durant les fêtes de fin d'année et surtout en Alaska, elle craint le pire. Elle en est certaine, cet hiver ne lui fera aucun cadeau. Comme pour lui donner raison, son vol est annulé à la dernière minute et elle est obligée de voyager avec Cameron, témoin du mariage. Extrêmement séduisant, il est aussi l'acteur fétiche de nombreux téléfilms de Noël, si bien qu'on le surnomme Santa Lover. April, sa poisse et Cameron entament à leurs risques et périls un road trip pour rejoindre l'Alaska. Mais ce voyage n'est-il pas une chance d'aimer à nouveau Noël quand on partage la voiture de Santa Lover? J'ai trop envie de le lire en vrai. En ce moment, j'ai des envies de romance de Noël, bref, de lecture doudou. Comme quoi, il faut jamais dire jamais parce que je pense qu'il y a encore un an, vous m'auriez dit non mais Manon, tu vas enchaîner les romances dans l'année. Je vous aurais dit mais jamais de la vie, c'est un genre qui n'est pas du tout fait pour moi. Alors que j'ai lu pas mal de romances cette année et que j'y ai vraiment pris plaisir. Donc ouais, là j'ai bien envie de le lire et elle m'a également offert Pour un Noël avec toi de Johanna Bolouri, pardon. Je regarde Kate poser nos cadeaux sous le sapin, tout en pensant qu'elle est belle avec ses cheveux détachés et ondulés. J'adore sa crinière ainsi. Cela me rappelle la Kate que j'ai toujours connue, celle qui me faisait rire à me donner des crampes au visage et qui me lançait des regards si passionnés que je m'en sentais tout vulnérable. Et si elle s'est peut-être lassée de me regarder, ce n'est pas réciproque. Kate et Ed vivent le grand amour depuis 15 ans. Comme chaque année depuis le début de leur relation, ils rentrent ensemble dans leur famille pour les fêtes. D'habitude, vêtus de leur pull moche de Noël, ils passent le trajet à chanter à tue-tête les tubes les plus kitsch de la saison. Cette fois, cependant, un silence glacial envahit la voiture. Une énorme dispute a éclaté, mettant leur relation en péril. Mais il ne faut pas gâcher la fête, alors ils décident de faire bonne figure devant leurs proches. Entre le sapin, la dinde et le traditionnel pudding, la magie d'un Noël blanc pourra-t-elle raviver la flamme entre Kate et Ed? Une comédie de Noël hilarante par l'autrice de Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Parfait pour les fans de Josie Silver. J'ai trop hâte aussi de le lire. Pourquoi décembre ne dure pas encore un mois entier? Le mois de décembre est passé à une vitesse folle. J'ai eu un travail phénoménal. J'ai dû organiser des événements. J'ai dû travailler sur un concours qui a été annulé quasiment le jour le jour J. Donc j'avais bien les boules. Bref, j'ai beaucoup travaillé au mois de décembre, plus les virus, ce qui fait que le mois a filé vraiment à toute vitesse. Et j'ai l'impression de ne pas en avoir profité. Mais bon, c'est pas grave. Je me rattraperai l'année prochaine ou peut-être que je ferai durer la magie de Noël début janvier. Je sais pas, je verrai. Voilà ce qu'il en est, je pense, pour les réceptions, achats, cadeaux, etc. Donc, vous noterez quand même que parmi tout ça, il y a quand même 2 livres que j'ai déjà lus. Hop là, donc je vous ai fait les 2 avis lecture pour ces 2 livres. Ensuite, du coup, vous avez avec tout ça une bonne idée déjà de ma pile à lire de janvier. Je vais quand même vous parler d'une autre réception qui n'est pas livresque, mais quand même qui est autour de la lecture. J'ai collaboré avec Mathilde, qui est une illustratrice française, sur un calendrier de l'Avent. Et du coup, elle m'a gentiment envoyé son calendrier de l'Avent. Et dans ce calendrier de l'Avent, donc, il y avait 5 cartes de pile à lire. Et parmi ces 5 cartes, il y avait la mienne. C'est de cette manière-là que j'ai collaboré avec elle. Ça, c'est la mienne. L'idée, en fait, était de faire des recommandations livresques comme on le souhaitait, voilà, de manière
On l'organisait comme on souhaitait en fait notre carte. Et donc moi, j'ai tablé sur le fait que je lis pour ressentir de l'émotion et donc j'ai axé ma carte sur l'émotion ressentie à la lecture. Et donc par exemple pour la douleur empathique, c'est ressentir une douleur, une émotion qui est vécue par l'autre, mais en se l'assimilant à soi, juste le temps de la lecture, hein, parce qu'on n'est pas non plus sadomaso. Hein. Mais du coup j'ai parlé de La dernière allumette de Marie Vareille, Les derniers jours de Rabbit Eyes d'Anna McPartlin, Nous rêvions juste de liberté d'Henri Lovenbroek. Et là, je pense à Lauriane qui ne l'a toujours pas lu, alors que, entre-temps, j'ai quand même lu les Hunger Games à sa demande, mais bon, soit. Juste avant le bonheur d'Agnès Ledig. Si je le relisais aujourd'hui, je ne sais pas si je l'apprécierais autant, mais quand je l'ai lu, ça avait été un raz-de-marée émotionnel. Ensuite, j'ai tablé sur les relations humaines avec Billy Pretty a disparu de Sophia Straby, Toutes les vies d'Alice de Lucie Castel, Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid, Je revenais des autres de Melissa d'Acosta. Pour un retour aux origines, donc un peu du roman historique, j'avais conseillé Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly, L'heure des femmes d'Adèle Bréau, Le réseau Jane d'Heather Marshall, ou encore La fille de l'illusionniste d'Amita Parikh. En ce qui concerne un sentiment de confusion, on était plutôt sur des thrillers, et donc j'avais proposé Les poupées d'Alexis Leipsker, Dans son silence d'Alex Michaelides, Vindicta de Cédric Cyr, et Les heures de la nuit ne rattraperont jamais celles du jour de Vanessa Caffin. Ensuite, si vous avez envie d'évasion, envie de voyager, j'avais parlé de Loin d'Alexis Michalik, qu'on a très peu vu passer sur les réseaux sociaux, alors que c'est vraiment un chouette bouquin. Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, L'habit ne fait pas le moineau de Zoé Brisby, oui encore, il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, parce que clairement il fallait quand même que je mette un Virginie Grimaldi dans ma pile à lire. Ensuite, on a les piles à lire de les lectures de Juliette, qui elle fait une seule catégorie, qui est Feel Good. Elle a par exemple parlé de Mamma Maria de Serena Giuliano, Tu comprendras quand tu seras grande, de Virginie Grimaldi, Les sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Il y a Triple L de Magdalena qui a également fait une pile à lire avec juste 2 catégories. Donc c'était Agatha Christie et Polar Nordique. Il y a également eu une pile à lire de La lectrice gourmande, Printemps, été, automne, hiver. Donc là c'est vraiment axé sur les saisons. Et enfin, une pile à lire de Flora Boukine qui a proposé des lectures de Noël. Une catégorie ici, à lire une fois dans sa vie, et les lectures d'été. Donc c'est vrai qu'il y a un peu aussi cet aspect saisonnier. Voilà un petit peu. Et dans le calendrier de l'Avent, donc il y avait ces piles à lire. On a également eu un joli petit carnet. Ce qui peut peut-être vous intéresser, c'est les petits marque-pages. Alors clairement, moi je suis fan de celui-ci. Voilà. On a eu des petites cartes. Et puis on a une là qu'on ne voit pas. On a eu des petits stickers à coller. Ah tiens, encore un petit marque-page. Et puis on a eu aussi, ça je trouve ça chouette, des petites cartes des fêtes. C'est vrai que j'en avais acheté quelques-unes, mais en fait pas assez. Donc je suis bien contente d'avoir des petites cartes de fête dans le calendrier de l'Avent. Je me dis qu'en plus, du coup, c'est un très joli travail français derrière. Pareil, c'est imprimé à Lyon, il me semble. Est-ce que c'est marqué là-dessus? Non, mais je crois que c'est impression à Lyon. Voilà un petit peu pour ce calendrier de l'Avent, du coup, papeterie. Il reste du coup le 23 et le 24 à ouvrir. C'est là, hop là, le 23. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça a l'air d'être aussi encore un petit carnet. Et puis le 24, peut-être une grande affiche, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Si vous ne connaissez pas le travail de Mathilde, eh bien, je vous invite à aller voir son compte Instagram. Donc c'est Mathilde Garcia. On va continuer sur les lectures donc faites en mois de novembre, décembre. Bref, vous avez bien compris que j'ai pas commencé dans l'ordre, puisque les 2 avis lectures que je vous ai déjà proposés, c'était des lectures de décembre, donc on va continuer. Donc là, j'ai lu le tome 2 de la saga Cozy Christmas Mystery de Karin Pitoki. Donc le titre, c'est Murder Party au manoir. On va retrouver Joanne Brown, qu'on a connue du coup dans le tome 1.
qui retourne dans son village natal dans le tome 1 après une grosse déception amoureuse. Euh, Elle y retrouve dans son petit patelin son ancien meilleur ami. On sent bien qu'il y a des tensions entre eux. Il était avocat, il est devenu pasteur. On comprend au fur et à mesure pourquoi. Dans le premier tome, on va également rencontrer son neveu, youtubeur, et son assistante complètement déjantée, et tout le voisinage digne de Radio Cancan. Voilà. J'avais beaucoup apprécié le tome 1. Je vous l'avais dit, ça faisait partie vraiment de mes cozy mystery préférés. J'avais vraiment l'impression que Karine Pitoki, elle avait lu tout ce qui pouvait se faire en cozy mystery et qu'elle avait condensé que le meilleur dans son premier tome. Donc j'attendais le deuxième avec grande impatience. Vous l'aurez compris au vu du nom de la saga, la spécificité de cette saga, c'est que ça se passe toujours aux alentours de Noël. Et donc du coup à chaque fois, Joanne va retourner voir ses proches. Donc à chaque fois, il y a un an qui va se passer. Donc chacun aura vécu un petit bout de vie entre-temps. Donc les personnages vont également évoluer sur l'année. Dans ce deuxième tome, donc Joanne, en fait, elle va vouloir faire une surprise à son neveu, et finalement tout le monde va être un petit peu embarqué. Son neveu, en fait, est youtubeur, et elle a envie de lui proposer de faire une murder party dans un manoir. Et ils vont arriver dans ce manoir, va commencer effectivement cette murder party organisée, mais la fiction va peut-être se mêler à la réalité, et peut-être qu'il va y avoir de vraies disparitions, voire de réels meurtres. Et peut-être bien que Joanne va de nouveau devoir jouer les détectives. Voilà. Ce que j'apprécie énormément dans cette saga, c'est la vraisemblance des liens entre les personnages. Alors déjà, mention spéciale à l'autrice et à la maison d'édition qui a pris le temps de faire un petit résumé du premier tome. Alors, ils avaient demandé en fait sur internet, enfin sur les réseaux, ils ont fait une sorte de concours. En fait, on pouvait proposer notre résumé du premier tome, et c'est Laurie, pardon, du compte The Pumpkin Library qui a gagné. Donc du coup, c'est le résumé du premier tome qu'elle a écrit, qui est en première page. Et puis après, vous avez tous les personnages qui sont mentionnés et avec une description. Donc ça, c'est génial parce que comme il y a un an entre chaque tome, vous avez le droit clairement d'oublier, puisque vous lisez entre-temps, et puis même si vous ne lisez pas, vous dormez et vous vivez. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça permet de rapidement se replonger, et en plus... là, je suis un petit peu fière quand même. Il y a mon avis là en première ligne. Sur le premier tome, j'ai marqué des personnages attachants, une tension ambiante, un peu d'humour, une enquête bien ficelée, une savoureuse ambiance de fin d'année. Et bien clairement, je pourrais exactement dire la même chose sur ce deuxième tome. Ce que je vous disais donc, ce que j'aime énormément dans cette saga, c'est la vraisemblance des liens qui unissent les personnages. Il n'y a rien de lisse, il n'y a rien de manichéen, tout est très texturé. Tous les passages où on sent un vécu complexe, alors je ne peux pas trop vous en dire, mais un vécu complexe, on sent vraiment que l'autrice y a mis alors je ne peux pas dire qu'elle y a mis son histoire, mais en tout cas, elle a été très forte dans la cohérence qu'elle apporte. Et même entre le tome 1 et le tome 2, on sent bien que ces personnages évoluent. Alors, ils peuvent prendre des décisions qui peuvent nous agacer. On peut penser que ça ne va pas assez vite, ça va trop vite. Enfin bref, chacun va y aller de son souhait. Mais clairement, moi, je trouve que tout est cohérent, et c'est ce qui fait que j'apprécie réellement ma lecture. J'ai beaucoup aimé l'ambiance aussi qui était proposée. Clairement, vous vous doutez bien qu'une murder party dans un challenge, n'importe quoi, dans un manoir un petit peu, alors pas hanté, mais en tout cas qui a ses légendes, et bien tout de suite ça met une ambiance un peu creepy. Et quand ça vire au cauchemar, là on adore, et du coup il y a un côté encore une fois addictif à ce roman. Il y a quelque chose de très contemporain qui fait que on a presque l'impression que on pourrait y être en fait dans ce manoir, on pourrait vivre avec les personnages, en tout cas à leur côté. Moi j'ai vraiment tout aimé. Et puis il y a un réel travail qui est fait pardon, pour le côté murder party, mais également pour l'enquête,
la réelle enquête, les vrais meurtres qui vont avoir lieu, le ou les, hein, je ne vais pas vous dire combien il y en a. Et l'enquête est super bien ficelée, le dénouement, il est à la hauteur de tout le reste du roman, il n'y a rien de bâclé. Ça montre encore une fois la complexité des relations humaines, ça montre à quel point la santé mentale est primordiale pour vivre sereinement, on va dire. Et la fin, eh bien, donne envie d'être de nouveau au rendez-vous l'année prochaine, bien évidemment. Je me suis encore une fois attachée aux personnages, ça a renforcé vraiment l'attachement que je ressens pour eux. Et eh bien, cette saga reste dans mes sagas chouchous de Cozy Mystery. Donc bravo Karine, parce que clairement, c'est une autrice que je n'attendais pas du tout dans ce genre. Et l'année dernière, quand j'ai lu le tome 1, alors je l'ai lu avec beaucoup, beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup, beaucoup d'attente, parce que j'ai adoré sa saga historique et du coup, je la trouvais bien dans ce genre-là. J'avais peur de ce que j'allais retrouver dans un autre genre, hein, parce que entre la saga historique et la saga Cozy Mystery, voilà, hein, il y a des codes complètement différents. Et en fait, on voit l'intelligence de la plume parce que là, tous les codes sont respectés et plus que respectés. C'est qu'on prend plaisir à lire tout ça et on a envie d'y retourner encore, encore et encore. Donc voilà, là, je sais que le tome 3, normalement, est... Alors, je ne sais pas s'il est bouclé ou s'il est en cours d'écriture, mais elle avait communiqué sur les réseaux sociaux. Donc je sais qu'il existera et je crois même qu'il y aura un tome 4, mais je ne sais pas si ça ira plus loin. Donc on verra. Mais prenons plaisir au fur et à mesure de notre lecture en se disant que peut-être cette saga, eh bien, ça ne sera pas comme la saga par exemple de Julia Chapman où il y a 9 ou 10 tomes. Voilà. Donc vous l'aurez compris, c'est un petit coup de cœur pour cette saga que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Ensuite, au niveau des autres lectures, ah ben tiens, je ne vous ai pas présenté en fait celui-ci. J'ai également reçu le tome 11 des Enquêtes d'Anna Svensson, Meurtre et pudding de Noël. Donc vous l'aurez compris, c'est une lecture de Noël, c'est un cozy mystery qui va se passer au niveau des fêtes de Noël. Je ne vais pas vous en parler plus que ça, c'est un tome 11. Si vous me suivez, vous connaissez cette saga-là, puisque je vous en parle assez souvent, puisque je suis à jour. Donc en fait, je suis en train de lire ce tome-là. J'en suis à la page 35. Clairement, je me suis endormie comme un petit caca en la lisant, en la commençant avant-hier. Donc il faut que je poursuive ma lecture. Mais c'est vrai que quand j'ai lu les résumés des romans de Noël de Lauriane, j'ai envie de le mettre en pause pour lire un roman de Noël. Mais non, parce que c'est un service de presse. Donc il faut quand même que... Ah, j'avais pas vu le marque-page. Je sais pas si vous voyez que ça... Hop là, ça brille. Et du coup, le tome 12, ça sera Meurtre et chaussons aux pommes. Une de mes pâtisseries préférées. Voilà, faut que je m'y remette. Donc quand même le tome 11, je sais plus combien il y a de tomes dans cette saga, mais je crois qu'on est à quasiment 30 tomes. Je sais pas si je vais survivre à 30 tomes, mais bon. Pour l'instant, écoutez, je prends plaisir à lire, même si parfois, il faut que je me remette en tête à quelle époque ça a été écrit, parce qu'il y a quand même quelques propos grossophobes qui me titillent, et que le triangle amoureux, pour moi, il devrait même pas y avoir de triangle amoureux, puisqu'il y a un gars qui est super bienveillant avec elle, qui est à l'écoute, qui est contenant, et il y en a un autre qui la malmène. Donc le choix aurait dû être fait depuis bien longtemps, mais on le sait, hein, on le sait, si les relations humaines étaient faciles, ça se saurait, on n'aurait pas besoin de tergiverser sur certains sujets à longueur de journée. Et si on allait vers les relations bienveillantes, non toxiques, ça se saurait aussi, donc bref. Mais voilà, là donc je vais pas vous en dire plus, je suis à la page 35, clairement. Et je pense que j'ai à peu près oublié la moitié de ce que j'ai lu avant-hier soir, puisque je l'ai lu comme ça, un œil ouvert, un œil fermé. Mais bon, je pense que je vais vite me remettre dans l'ambiance. Ce qui est sympa dans ce tome-là, c'est que le meurtre arrive sur les 2 premières pages, donc on sait qui meurt. On ne sait pas vraiment comment, mais on sait qui meurt. Bon, clairement, ça avait l'air d'être un affreux Jojo, donc on va pas vraiment le pleurer. Mais du coup, il y a quand même 340 pages sur les quelques jours avant pour arriver à qui l'a tué. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de longueur. On verra. Ensuite, je vais vous
parler de mes lectures de novembre en sachant que j'ai lu Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain. En tout cas, je l'ai écouté. J'avais envie cette année de commencer les romans de Noël un peu plus tôt. Alors, j'avais pas du tout prévu que j'allais avoir un rythme de lecture digne d'une tortue, donc je pensais pouvoir en lire plus. Soit, c'est pas très grave. Je vous lis le résumé et je vous dis ce que j'en ai pensé. Bienvenue au refuge du personnage. Venez découvrir la magie de notre ferme pédagogique en plein cœur du massif du Mont Blanc. Lia Josserand et son père sont très fiers de ce refuge dans lequel les rennes sont élevées en liberté, dans des pâturages verdoyants. Les fins de mois sont difficiles, mais jamais ils n'abandonneraient leurs animaux, et encore moins pour les vendre au chef étoilé qui voudrait les mettre à sa carte. À quelques semaines des fêtes, le temps presse pour baronne Vérony. Il veut du renne à son menu de Noël. Aussi le cuisinier n'hésite-t-il pas à s'infiltrer incognito au refuge du personnage pour en savoir plus sur cet élevage et convaincre cette étrange famille de lui vendre à bon prix un ou deux caribous. La guerre semble inévitable, mais la présence d'un certain Nicolas Claus pourrait bien venir tout chambouler. Alors, Sophie Jomain, pour moi, c'est soit ça passe très bien, soit ça casse. Et là, malheureusement, on est plutôt sur ça casse. Alors, en fait, c'est une lecture mitigée. Je m'attendais à un roman de Noël peut-être un peu plus léger. Et en fait, c'est un roman de Noël qui se veut léger, mais en même temps qui aborde des thématiques quand même assez sérieuses, mais avec légèreté. Et ça m'a un petit peu embêtée. On va effectivement suivre Lia et son père qui ont donc un refuge de rennes où les rennes sont en liberté. Et ce refuge, malheureusement, sur le plan financier, n'est plus vraiment viable. Ils doivent trouver des solutions. Ils font aussi chambre d'hôtes, donc ils vont accueillir des clients. Et parmi ces clients, donc, il va y avoir Barone Veroni et il va y avoir aussi Nicolas Claus. Nicolas Claus, eh bien, c'est le vrai Père Noël. Pour le coup, pourquoi pas, c'est un roman de Noël, j'y vais, il n'y a pas de souci. Lia a un petit garçon qui, malheureusement, a une déformation au niveau du visage. Une déformation très importante qui fait que pour lui, c'est compliqué d'être au contact des autres parce qu'il est sujet aux moqueries. Il a déjà subi énormément d'opérations et il va continuer d'en subir. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce petit garçon au visage déformé, j'aurais beaucoup plus apprécié ma lecture. J'ai apprécié l'environnement dans lequel Sophie Jomain a décidé de nous plonger. Ça, il n'y a aucun souci, j'ai vraiment pris plaisir à être dans ce refuge enneigé avec les petites pâtisseries faites par Lia. J'ai apprécié voir le cuisinier arriver et être client et s'attacher un petit peu aux différents personnages, en tout cas cette caricature de cuisinier qui arrive de manière complètement inadaptée, c'est-à-dire qu'il vient avec une petite Clio alors que les routes sont complètement enneigées. Il arrive avec un costume sans réel doudoune, enfin voilà. Un personnage un petit peu caricatural, mais ok. Le personnage de Nicolas Claus, ok. Par contre, ce petit garçon au visage déformé, eh ben, j'étais pas ok sur la manière dont ça a été traité. Alors tout le monde, pourtant, encore une fois, les avis étaient plutôt très bons et tout le monde a apprécié la manière dont ça a été abordé. Et je peux comprendre pourquoi, mais pas moi. Clairement, j'ai pas apprécié. Pourquoi? Parce que à plusieurs reprises, c'est un sujet qui est abordé de manière un peu brusque, un peu brutale, et en même temps, du coup, ce petit garçon va venir pointer la différence des autres, et même les adultes en fait vont pointer leurs propres différences pour légitimer un petit peu la différence de ce petit garçon. Et ça donne le droit à ce petit garçon, parfois, d'être insolent, d'être irrespectueux. Et les descriptions faites de son visage sont presque un peu monstrueuses, en fait. On le compare à un petit monstre. Et c'est ça, en fait, peut-être qui m'a le plus gênée, c'est que on a tous nos atypies, et bien évidemment que cette défiguration peut être un handicap. En tout cas, ça peut amener à des situations de handicap, surtout dans la sphère sociale. Mais j'aurais aimé des descriptions peut-être un peu plus fines, un sujet traité de manière un peu plus fine et un peu plus sensible. Alors, je pense que le souhait de l'autrice était encore une fois de mettre en avant les atypies, les différences, comme elle l'a fait avec le spectre autistique. Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose qui lui tient réellement à cœur. Et pour connaître l'histoire de l'autrice,
en tout cas ce qu'elle m'en a déjà dévoilé, je sais que ça partait vraiment d'un bon sentiment. Mais voilà, pour moi, ça l'a pas fait, cette description de ce petit garçon où on revient tout le temps à la charge sur son physique, tout le temps, tout le temps, tout le temps, plutôt que de parler de sa personnalité. On était plus sur vraiment son visage que sur l'isolement que ça a engendré chez lui. Et puis les descriptions de son visage, ouais, on comparait un petit monstre, quoi. Enfin, et ça m'a embêtée. Et du coup, c'est vrai que les adultes disaient, bah ouais, tu vois, moi je suis très grand. Par exemple, le cuisinier, c'était, ah ouais, je suis très très grand. Moi, ça m'a toujours dérangé. Ouais, enfin bon, t'es grand, mec, en fait. C'est juste, il n'y a rien d'atypique à être grand. Oui, ça a pu engendrer quelques moqueries dans l'enfance, mais je pense pas que ça ait engendré un isolement social. Euh, donc bref, enfin voilà, pareil, quelqu'un qui a une couleur de peau euh, qui est par exemple qui est mate de peau, ben, on va devoir le dire et le redire et le redire pour de nouveau pointer une différence. Et pour moi, c'était un peu lourd. Bref, voilà, je n'étendrai pas plus. Si vous l'avez lu, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Mais pareil, j'ai pas lu de chronique en fait où les descriptions de l'atypie de ce petit garçon dérangé. Donc c'est peut-être moi qui suis dans une phase où je suis un peu plus sensible à ça. Peut-être parce que ma fille aussi commence un petit peu à discuter des différences interpersonnelles et du coup j'essaye de faire attention aux mots que j'emploie pour répondre à ces questions. À voir, je sais pas. Vous me direz, vous me direz. Ensuite, j'ai lu Les liens du sang de Sam Boy. C'est quoi un père? Alors Sam Boy, c'est une personne dont j'aime le travail. Je trouve que c'est une personne qui est très très sensible, qui utilise beaucoup son histoire pour créer les romans graphiques. Euh, elle avait, j'avais lu pardon d'elle Et l'une et l'autre, que j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé, qui revenait aussi sur la maternité, mais aussi de manière beaucoup plus générale sur la féminité, enfin en tout cas sur ce qu'est être une femme, tout ce que ça a engendré sur le plan hormonal, sur le plan des règles, sur le plan enfin, des menstruations, sur le plan de la contraception, sur tout l'historique, sur l'historique français, mais aussi mondial, de l'accès à la contraception, de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Enfin voilà, c'était un roman graphique qui partait bien d'une histoire de vie, mais qui était aussi vachement documenté, qui permettait de se renseigner sur différents sujets. Et j'avais été très 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 touchée par ce roman graphique. Là, eh bien, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit avec des parents qui sont séparés, avec une mère qui est très présente et malheureusement un père qui se défile, qui annule très souvent à la dernière minute les rendez-vous, qui n'intègre pas pleinement son rôle de parent. Et bah, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas été sensible et ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Alors est-ce que, encore une fois, hein, je suis peut-être dans une période où bah, je suis peut-être un peu plus exigeante, je ne sais pas. Mais je l'ai lu, j'ai pris plaisir à le lire, mais pour autant, j'ai pas ressenti l'émotion que j'aurais aimé ressentir. Voilà. Si vous l'avez lu, pareil, n'hésitez pas à me le dire. C'est une réception, enfin, c'est un service de presse des éditions Le Duc que j'ai moi-même demandé, donc ça m'embête d'avoir apprécié, mais sans plus. Voilà, mais j'ai quand même passé un bon moment. Ensuite, j'ai lu Lady Detective, qui est le tome 2 des 3 Dahlia de Cathy Watson. C'est encore une saga de Cozy Mystery, publiée au Cherche Midi, c'est un service de presse également. Euh, j'ai lu ce tome 2 au mois de novembre et je l'ai lu avec un petit peu d'appréhension, je vous explique. J'avais lu le tome 1 en appréciant, mais en trouvant énormément de longueur à l'intrigue, et donc avec un rythme parfois un peu trop lent pour moi. Et donc je me suis dit, je vais lire le tome 2, mais ça sera décisif, ça me permettra de savoir si oui ou non je veux continuer la saga. Et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié ce tome 2, donc je poursuivrai la lecture de cette saga. Je vous explique un petit peu le pitch. On va en fait suivre Rosalind, Caro et Posy, qui en fait sont 3 femmes actrices qui ont incarné à des moments différents Dahlia Lively, qui est une héroïne classique de roman policier. Donc c'est une héroïne imaginaire hein, qui a été imaginée par Lettice Davenport. Lettice Davenport, c'est un peu la Agatha Christie, et il faut vous dire que Dahlia Lively, c'est un peu sa Miss Marple, voilà. Et donc on a 3 actrices à 3 moments différents de vie, et donc ça va être 3 générations qui vont s'entrechoquer. Dans le premier tome,
elles arrivent toutes les trois pour une réunion, en fait, une sorte de réunion de commémoration de l'œuvre de Lettice Davenport. Et il va y avoir des menaces de mort, etc. Elles vont devoir mener l'enquête. Il y a une partie de l'intrigue qui est bouclée dans le premier tome et on va devoir continuer de suivre le deuxième tome pour avoir la deuxième partie de l'intrigue pour un pan de l'histoire du premier tome. J'espère que vous me suivez dans cette phrase qui est un peu alambiquée. Et dans ce deuxième tome, en fait, on va être sur un tournage d'un film où c'est, je ne sais plus laquelle qui incarne Dahlia. Je pense que c'est Posy, la plus jeune. Je pense que c'est Posy qui, cette fois-ci, a le rôle en fait de Dahlia. Et donc, du coup, voilà, commence le tournage. Et il va y avoir des menaces. Je ne vous dis pas envers qui, mais les trois Dahlia vont se réunir, alors que clairement, il y en a une qui n'était pas du tout prévue au tournage, mais qui va clairement s'inviter. Et va commencer une amitié très très forte, où on va être vraiment sur du girl power, où on va être sur une amitié saine. Il va y avoir zéro concurrence, il va y avoir zéro jugement. Les unes vont être là pour les autres pour des raisons différentes, puisque vous doutez bien que trois générations différentes, elles sont du coup à des stades de vie différents. Elles ont donc des problématiques de vie différentes. Enfin bref, il va y avoir vraiment une très très belle cohésion et c'est là, je pense, la force du roman. Le fait qu'on soit sur un tournage, ça c'est dès le départ, un tournage de film, ça entraîne une certaine dynamique que j'ai vraiment beaucoup appréciée, une ambiance que je ne lis pas très très souvent dans les romans. Donc ça c'est vrai que j'ai bien bien aimé. Il n'y a pas de longueur pour le coup dans ce tome 2. L'enquête est vraiment intéressante, le dénouement est vachement sympa, ça fait référence. Donc vous doutez bien que sur un lieu de tournage, eh bien, il y a beaucoup d'acteurs et donc ça va faire référence au passé des acteurs, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez texturé, c'est pas une histoire creuse. Et voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, ça me donne vraiment l'envie de lire le tome 3 qui va sortir au mois de septembre, qui sera les 7 suspects. Hop là. Ensuite, au niveau lecture, eh bien, je suis toujours dans l'écoute de La Sœur du Soleil, qui est le tome, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, je vous dirais le tome 6. Oui, c'est ça, le tome 6 des 7 sœurs de Lucinda Riley. On est donc plongé avec Electra. Je vous en dirai pas beaucoup plus, j'en suis à la page 376 sur 900, ça s'écoute super bien. C'est juste qu'entre-temps, donc ça je l'avais pris sur Audible. Et en fait, j'ai pas fait attention, mais j'avais encore mon abonnement Next Story que j'avais oublié d'arrêter. Et donc, du coup, j'ai arrêté celui-ci pour écouter numéro 2 de David Fuenquinos, que j'apprécie plutôt bien. Mais ça, je vous en parlerai en janvier, je pense. Donc, je vous parlerai de numéro 2 de David Fuenquinos. Je vous parlerai aussi de La Sœur du Soleil que j'apprécie vraiment bien pour l'instant. Pourtant, Electra, c'était pas gagné. Et en fait, j'adore le personnage. J'avais également commencé, mais ça je pense que je vous en ai parlé dans l'ancienne vidéo, L'art meurtrier du Halo Halo de Mia Manansala, qui est un tome 2 aussi d'une saga de Cozy Mystery. Mais en fait je l'ai arrêté pour lire le tome 2 de Les Trois Dahlia, puisque c'est une lecture commune avec le club du Cherche Midi. Et donc du coup, voilà, je l'ai mis en pause. Et en fait c'est pas de saison, enfin c'est pas vraiment de saison, donc je pense que je vais laisser passer janvier pour le lire en février. Mais il ne faut pas que je tarde trop, parce que le tome 3 va aussi arriver prochainement. Alors, on n'a pas la date, c'est juste marqué prochainement. Mais voilà, je l'ai en tête. Je vais juste vous faire un petit récap sur ma lecture de la famille Swift. Et je vais m'arrêter là, parce qu'en fait, j'ai peur que mon petit se réveille avant que je finisse cette vidéo. Et clairement, je ne sais pas quand j'aurai le temps de la reprendre, donc je vais essayer d'être concise. Donc, j'ai lu la famille Swift. Je vous mettrai ici la couverture, qui est, je dirais, une sorte de cozy mystery, mais young adulte. On est dans la famille Swift, qui est une famille vraiment avec plein de générations. Et cette famille a la particularité où chaque membre de la famille a un prénom qui est décidé par le dictionnaire. Donc à chaque naissance, hop, on ouvre le dictionnaire et on tombe sur un prénom. Et le prénom va un petit peu, comment dire, décider de la personnalité de la personne concernée. Par exemple, si son prénom c'est Espiègle, vous vous doutez bien que voilà, la personne va être espiègle. Là, par exemple, on va suivre Manigance, qui est une petite fille.
Et bien voilà, donc chaque année, tous les membres de la famille Swift, donc vraiment à travers le monde, se rassemblent dans le manoir de la famille, où il va y être question d'une chasse au trésor, puisqu'il y a des générations antérieures, et bien il y a un des membres de la famille Swift qui a enterré un trésor. Et donc chaque année, les membres de la famille se rassemblent voilà, pour prendre part à la chasse au trésor. Et c'est un petit peu euh, œil pour œil, dent pour dent, chacun pour soi, c'est-à-dire que tous les coups sont permis. Et cette chasse au trésor, eh bien, elle va vraiment mal tourner. Si bien que Manigan Swift va devoir mener l'enquête avec ses alliés, donc avec ses sœurs, ses frères, enfin ses frères, non, ses sœurs, pardon, et un cousin, cousine, enfin en tout cas une personne liée, c'est-à-dire que on va être sur un roman très très inclusif, tant au niveau de l'identité, tant au niveau de la couleur de peau, tant au niveau de l'orientation sexuelle, enfin voilà. Donc c'est un roman young adulte que j'ai pris plutôt plaisir à lire. Il m'a fait un petit peu penser aux Orphelins Baudelaire. Je sais pas si vous avez lu ça, mais quand j'étais enfant, je lisais ça et j'adorais. J'attendais chaque sortie avec impatience. C'est un tome 1, mais clairement, je vais m'arrêter à ce tome 1 parce que je n'ai pas été assez prise dans l'histoire pour poursuivre la saga. Et puis, j'ai tellement de sagas en cours qu'il faut bien faire des choix. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, un cozy mystery qui peut plaire aux adolescents. Je vous en parle dans ce cadre-là. En tant qu'adulte, si vous avez l'habitude de lire des cozy mysteries, ça peut vous plaire si vous avez besoin d'une lecture légère parce qu'il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup d'humour noir. Les personnages sont super bien travaillés, donc chacun a son humour. L'enquête est plutôt bien ficelée, ça reste très gentillé, ça frôle parfois un petit peu le fantastique, donc ça c'est un petit côté aussi sympa. Il y a vraiment tout un univers qui est pensé par l'autrice et voilà, j'ai bien apprécié, mais c'est vrai que ça reste du young adulte, donc j'ai pas forcément envie de poursuivre. Voilà un petit peu ce que j'ai lu au mois de novembre et de décembre. J'ai fait le point donc sur mes dernières réceptions, sur les livres que Lauriane m'a offerts, sur mes achats. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'ai l'impression d'être un petit peu rapide sur la fin, mais je vois que ma fille vient de rentrer avec mon conjoint et j'ai clairement pas envie de les faire attendre, puisque je vais réveiller mon fils et on va aller faire un marché de Noël. Je pense qu'il est, ouais, il est plus de 16 heures, donc je vais aller le réveiller de la sieste. Je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes de fin d'année. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de monter cette vidéo, donc je ne sais pas si vous l'aurez avant Noël, entre Noël et Nouvel An. Bon, je pense quand même avant Nouvel An, mais quel que soit le moment de visionnage de cette vidéo, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je sais que cette période-là n'est pas forcément synonyme de joie pour tout le monde. Donc si c'est le cas pour vous, si c'est une période qui est un peu plus difficile pour vous, eh bien, je vous souhaite sincèrement de prendre soin de vous et je vous souhaite à un moment donné de retrouver le plaisir des fêtes. Voilà. Pour les personnes pour qui ces fêtes de fin d'année eh bien, sont synonymes de moments en famille, de beaucoup de joie, eh bien, je vous souhaite de très beaux moments partagés. Et puis je vous dis à très vite et je vous souhaite de continuer de prendre plaisir à lire.